Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. En France, quand on a 17-18 ans, on doit participer à une journée défense et citoyenneté. C'est en quelque sorte ce qui remplace le service militaire obligatoire qui a pris fin en 1997. Depuis près de 30 ans, donc, les jeunes Français vont à la rencontre de l'armée pendant une journée au cours de laquelle on leur parle un peu des enjeux de la défense, on leur sert des frites à midi et on leur fait passer un test de lecture très simple. Mais cet automne, une nouvelle version de cette journée défense et citoyenneté commence à être mise en place. Celle-ci se veut plus immersive. Elle commence par une cérémonie autour du drapeau français où l'on chante la Marseillaise. Elle inclut un atelier de tir sportif au laser, ainsi qu'une présentation en réalité virtuelle des métiers de l'armée. Et au déjeuner, on oublie les frites, c'est ration militaire pour tout le monde. Ce changement vers une version un peu plus militaire de la journée défense et citoyenneté a lieu dans une période où certains expriment une nostalgie du service militaire obligatoire et où beaucoup s'interrogent sur la possibilité de réintroduire un service national obligatoire sous une forme ou une autre. Alors, faut-il réintroduire un service militaire obligatoire en France ? C'est la question du jour dans French Baratin. On va commencer par notre quiz habituel. Est-ce que vous êtes prêts ? tout à fait. Oui. Donc, j'ai expliqué que le service militaire obligatoire en France avait pris fin en 1997. Est-ce que vous savez qui l'a supprimé et pourquoi ? Quels étaient ses arguments principaux ? Alors pour le qui, Jacques Chirac, qui était président à l'époque. Pour les arguments, je laisse Raphaël s'il a une idée. Non, là, comme ça, je saurais pas trop, en fait, pas précisément. Ça vient peut-être après 1991. Enfin, la guerre froide est terminée, etc. Du coup, il y a peut-être moins besoin de mobiliser l'ensemble des Français. Après, est-ce qu'il y a d'autres arguments ? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense aussi qu'il y a un côté, ça fait déjà plusieurs années, en fait, même presque avant la fin de la guerre froide, où progressivement, l'armée est devenue une armée de métier, principalement. Du coup, là, ça devient encore plus justifié de ne plus forcément avoir besoin d'une conscription, donc, enfin, c'est-à-dire de gens qui ont passé un service militaire obligatoire pour les besoins de la défense. Oui, tout à fait. Mais du coup, l'armée de métier, c'est ce qui va résulter aussi de cette fin du service militaire obligatoire. Ouais, mais elle existait déjà un petit peu avant, en fait. Oui, tout à fait. Mais il veut aller plus dans ce sens-là. Alors, oui, donc effectivement, donc la décision a été annoncée par Jacques Chirac dès 1996, en fait le 22 février 1996, donc le jour de mon anniversaire. Très important. Je sais pas pourquoi il a pensé à ce cadeau-là, alors que je suis même pas j'étais pas un garçon, donc j'étais pas concernée, mais merci Jacques Chirac quand même. Et après, ça a été voté par l'Assemblée, parce que c'est pas une décision que Jacques Chirac, en tant que président français, pouvait prendre tout seul, et c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps, et que ça a été vraiment décidé définitivement le 28 octobre 1997. Et donc, les arguments que Jacques Chirac a présentés, effectivement, c'était d'une part l'évolution du contexte géopolitique avec la fin de la guerre froide, comme tu disais Cécile, et du coup la volonté, comme tu disais Raphaël, de renforcer une armée professionnelle et de mettre fin complètement à la conscription, donc au fait de former un peu tous les jeunes Français. Il a mis en avant, en fait, l'idée que cette armée professionnelle s'appuierait aussi sur une arme nucléaire renforcée. Donc voilà, on allait faire des investissements plutôt dans l'arme nucléaire et dans cette armée de métier capable d'intervenir à un haut niveau. Et aussi, il y avait un deuxième grand argument, c'est que de toute façon, à cette date-là, et plus largement dans les années 90, ce qu'on appelait alors le service national d'ailleurs, pas le service militaire, mais c'était quand même un service militaire, il avait été vraiment vidé de son sens, puisqu'il n'y avait plus qu'un garçon sur deux qui faisait le service national. Il y avait tellement d'exceptions possibles que c'était plus vraiment un service militaire universel pour tous les garçons. Voilà, donc tant qu'à faire, autant le supprimer complètement. Et enfin, troisième argument qui avait été mis en avant par Jacques Chirac, c'est le souci de faire des économies parce que ça coûtait quand même très cher d'organiser ce service national.
forcément. Alors, deuxième question. Quel projet récent visait à rétablir un service national obligatoire? Et je ne dis pas militaire. Le service civique? Alors, on l'appelle pas le service civique. Je suis pas sûre de ce à quoi tu penses. Ah, alors du coup, non. Il est un parti civique, effectivement, celui auquel je pense. Le service national universel? Oui, tout à Ouais. fait. Le service national universel, alors je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui a été introduit par Emmanuel Macron et par son parti. Et donc, en fait, c'est un service qui vise les jeunes avant 18 ans, qui se fait en 4 semaines. Donc, il y a d'abord un séjour de cohésion qui dure 2 semaines, qui est encadré d'une façon un petit peu militaire, puisque l'objectif de ce séjour de cohésion, c'est d'avoir une vie collective en uniforme, mais avec une tenue qui n'est pas à proprement parler une tenue militaire, c'est la tenue vraiment du service national universel. Il y a des ateliers sur la citoyenneté, la défense et la sécurité, mais aussi sur les institutions françaises, l'écologie, la santé. Donc voilà, beaucoup de thématiques en lien avec la vie citoyenne, des activités sportives, des activités de cohésion. Donc quelque chose de très encadré, avec des horaires fixes et avec une dimension, comme je disais, un petit peu militaire, parce que on va le matin lever le drapeau français, on va chanter la Marseillaise, etc. Et ensuite, à l'issue de ce séjour de cohésion qui concerne tous les jeunes qui font le service national universel, le SNU, il y a une mission d'intérêt général, la MIG, qui dure 12 jours et dans laquelle on choisit un peu plus ce qu'on veut faire, mais elle est obligatoire aussi si on fait le SNU. Et donc en fait, là, ça correspond effectivement à un service civil. On peut le faire dans le domaine de la santé, de l'environnement, de la culture, donc ça c'est très varié. Et ensuite, il y a une troisième phase qui est optionnelle et qui correspond à un engagement volontaire. Et là, ça peut être, encore une fois, soit un service civique, soit un engagement dans les réserves militaires, auprès de l'armée. Ça peut être aussi un engagement dans les réserves de la police, auprès des pompiers. Voilà, donc là, c'est assez large. Et donc, c'est un projet que Emmanuel Macron a mis en place et voulait généraliser à l'ensemble des jeunes Français, mais ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition au fait que ce service national universel devienne réellement universel et donc obligatoire. Ok. Alors, troisième question du quiz. Combien de pays membres de l'Union européenne ont aujourd'hui un service militaire obligatoire? Ah, très bonne question. Aucune idée. Une dizaine, je dirais. Ouais, très bien, c'est 10. Yes. C'est exactement 10. Alors, dans ces pays, il y en a 6 qui n'ont jamais abandonné leur service militaire obligatoire. Il y en a 4 qui l'ont remis. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc les 6 qui l'ont jamais abandonné, c'est l'Autriche, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande et la Grèce, qui ont toujours eu une conscription et des services militaires obligatoires, au moins pour les hommes, de durée un peu variable. Mais ce qui est peut-être plus d'actualité et plus intéressant, c'est que la Suède, la Croatie, la Lettonie et la Lituanie ont réinstauré les unes et les autres un service militaire dans les années qui ont suivi l'annexion de la Crimée par la Russie, donc après 2014. Et donc on voit à la situation géographique de ces pays, enfin surtout Suède, Lettonie et Lituanie, ces 3 pays-là sont proches de la Russie et donc ont peur en fait qu'il leur arrive peut-être ce qui est en train d'arriver en Ukraine ou en tout cas qu'ils soient visés par la Russie. Et dans ce contexte-là, ils ont décidé de remettre un service militaire obligatoire pour renforcer leur défense. Et bien pour terminer ce petit quiz, 4e question, quel pourcentage de Français entre 18 et 24 ans sont aujourd'hui favorables au retour d'un service militaire obligatoire? Donc la classe d'âge concernée quasiment. J'ai cru lire 60%, mais je sais pas du tout si ma mémoire est bonne. Favorable, tu dis? Oui. Parce que moi, j'ai le pourcentage de jeunes, donc j'ai pas forcément la classe d'âge, qui sont contre. Dis-nous ceux qui sont contre et on fera 100 moins ceux qui sont contre. C'est ça. Un peu de maths aujourd'hui. C'est ça. 57% sont contre. Alors c'est assez bizarre parce que... Mais voilà, j'ai pas la fourchette d'âge, donc c'est peut-être pas les bonnes personnes. Les jeunes, de manière générale. Oui. Enfin, mais même ça me paraît complètement incompatible en fait. Ah bon? Avec ce que j'ai vu. Parce que moi j'ai vu que quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que Cécile dit, que 62% des 18-24 ans sont pour le service militaire obligatoire. Et dans les autres classes d'âge, c'était un petit peu moins, mais c'était pas... Et c'est plutôt des plus vieux qui sont moins pour.
Ils sont plus contre. Ah bah, j'ai vu complètement... Pour la population générale, il y a 61% d'avis favorables. Bah, du coup, c'est absolument impossible que tu aies 57% contre, quand même. Chez les jeunes. Ouais, chez les jeunes, mais moi, j'ai vu que les jeunes étaient plus pour. Ouais, bah, on n'a pas les mêmes chiffres. Oui, bah, c'est quoi ta source? Une vidéo Arte. Ah oui, Ils disaient pas eux-mêmes d'où ils tenaient le truc, mais... d'accord. Parce que bah, peut-être qu'ils se sont trompés, je sais pas. Mais moi, après, oui, il peut y avoir plusieurs études, mais que ce soit varié à ce point, ça me paraît bizarre. Moi, j'ai vu une étude de l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui a été publiée en 2024, donc assez récent, et qui a été dirigée par une chercheuse CNRS qui s'appelle Anne Muxel. Ok. Mais bon. C'est intéressant parce que peut-être qu'en fonction de la façon dont on pose la question, les gens répondent Ouais. pas pareil. Ouais. Peut-être que toi, ils l'ont plus posé dans une forme qui Ouais. faisait penser à la question est-ce que vous voulez faire un service militaire? Peut-être. Ouais. Et là, ils auraient plus facilement dit non, mais l'idée théorique Ouais. de le rendre obligatoire serait plus attractive. Ouais. Je sais pas, mais j'ai aussi vu que 57%, donc dans cette même étude, moi j'avais 57% des 18-24 ans qui étaient prêts à défendre leur pays et 48% qui iraient même jusqu'à sacrifier leur vie pour cela. Donc, ouais, il y avait une forme d'engagement quand même, d'envie de faire un service militaire ou d'être prêt à défendre son pays, même par les armes en fait. Alors, maintenant on va en venir à nos expériences. Donc Cécile et moi, bien sûr, nous n'avons pas fait de service militaire obligatoire. Par contre, nous avons fait ce qu'on appelait à l'époque la JAPD, donc c'est la journée d'appel et de préparation à la défense, qui aujourd'hui s'appelle donc journée défense et citoyenneté, mais actuellement c'est un peu la même chose. Et du coup, je vais demander à Cécile qu'est-ce qu'elle a retenu de sa JAPD, quelle image de l'armée elle a eue à travers cette JAPD. Est-ce qu'elle aurait préféré faire un vrai service militaire ou bien peut-être cette nouvelle version de la journée défense et citoyenneté qui serait un petit peu plus à connotation militaire, voilà. Et puis Raphaël, je lui poserai la même question puisqu'il a aussi fait sa JAPD, mais comme il est également allemand, en plus d'être français, je vais lui demander s'il a fait son service militaire en Allemagne, pays qui à l'époque avait bien un service militaire obligatoire, et s'il ne l'a pas fait, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait à la place de ce service militaire? Voilà. Alors, d'abord, Cécile, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ta JAPD. Eh ben, c'était il y a longtemps. J'ai pas de souvenir très précis. Je crois me rappeler qu'il y avait une présentation sur les métiers de l'armée qui m'avait d'ailleurs pas mal plu parce que je m'étais rendu compte que c'était la première fois qu'on m'en parlait. Et je crois être un peu restée sur ma faim, d'une certaine manière, parce que c'était assez court. Voilà, l'autre souvenir... Alors, j'ai pas le souvenir des frites. Ça m'a... Ah bah, c'est ce que j'ai eu, et j'ai lu que c'était très fréquent. D'accord. C'est pas forcément obligatoire non plus, les frites, mais en général, ils aiment bien faire un plat dont ils pensent que les jeunes vont l'aimer pour qu'au moins ils mangent un petit peu le midi. Quoi. J'avais pas ce souvenir-là, mais c'est peut-être le cas. Par contre, je me rappelle de ce test de lecture et je m'étais dit, mais pourquoi ils font ça? Enfin, je comprenais pas le rapport avec la JAPD. Et c'est plus tard que j'ai appris que c'était une journée qui permettait d'identifier les personnes qui ne savaient pas lire en France. Voilà. Mais du coup, j'ai pas un souvenir très marquant de cette journée. Je crois que ça avait un petit peu donné une image assez positive de l'armée, parce que forcément, les vidéos qui montraient, c'était assez... Enfin, il y avait une volonté aussi de recrutement, notamment pour les profils peu éduqués. Mais du coup, ça donnait assez envie. Après, ça restait, je pense, très abstrait quand même. Et puis l'image, je pense, qui n'a pas forcément été modifiée à ce moment-là, c'est qu'il y a une image très macho quand même de l'armée. Et je pense que ça a peut-être un tout petit peu modifié positivement, mais ça n'est pas allé assez loin pour me donner envie d'aller plus loin dans l'armée, en tout cas. Par rapport à la nouvelle journée défense et citoyenneté qui a lieu aujourd'hui, je sais pas si j'aurais préféré chanter la Marseillaise, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas ce qui me fait lever le matin. Enfin, non, je préfère le faire pendant un événement sportif, ça, je trouve ça cool. Après, le tir sportif, pourquoi pas? Après, je trouve que ça donne une image très jeu vidéo de la guerre qui me pose un peu question. Ouais. Ça peut donner une image assez limitée de ce qu'est l'armée, parce que c'est pas que les personnes au combat. Voilà, mais par contre, la présentation des métiers en réalité virtuelle, ouais, ça m'aurait bien plu, je crois. Et concernant le service militaire, j'avoue que je m'étais jamais posé la question avant de préparer cet épisode.
J'ai pas vraiment d'avis. On verra peut-être à la fin de l'épisode. Si t'as envie de faire ton service militaire. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà. Et toi, Sybille, est-ce que t'as des souvenirs de cette journée? Oui, donc moi j'ai des souvenirs un petit peu similaires aux tiens, mais quand même un peu différents au niveau de l'image que ça m'a donné de l'armée, parce que moi je suis tombée sur 2 réservistes de l'armée de terre, je crois, qui étaient assez âgés et un petit peu désabusés. Et en fait, ils nous ont pas vraiment donné envie de rejoindre l'armée. Ils ont beaucoup insisté sur le fait que c'était difficile l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle quand on était militaire. Donc voilà, c'était pas un discours très très vendeur. Et par contre, j'ai vu les mêmes vidéos, je pense, que toi, mais ça m'a pas non plus donné une super image de l'armée. Enfin, pas forcément de l'armée en elle-même, mais j'ai surtout trouvé en fait que ces vidéos nous donnaient une vision assez simpliste de la raison d'être de l'armée. Et alors moi, évidemment, j'avais déjà fini ma terminale en fait quand j'ai fait la JAPD. Du coup, j'avais eu des cours de philo pendant 1 an. Et du coup, j'avais un peu le regard de la jeune qui sortait de ses cours de philo. Et quand ils ont dit que, en gros, ils ont présenté leur raison d'être en disant que la guerre serait toujours là. Que, en gros, l'humanité était violente et qu'il y aurait toujours des conflits et donc fallait se préparer. Et moi, ça m'a un peu choquée parce que je trouvais que c'était une option philosophique de dire que l'humanité était violente et qu'il y aurait toujours la guerre et que pas forcément, en fait. Enfin, l'homme est pas forcément fondamentalement violent. Pour moi, c'est assez utopiste aujourd'hui, mais c'est pas impossible en théorie de penser à un monde sans guerre. Voilà, c'est pas pour faire comme les discours de Miss France non plus qui disent qu'elles veulent la paix dans le monde, mais je pense qu'on ne devrait pas, en tout cas, partir du principe que cet objectif est inatteignable. Donc voilà, j'étais pas d'accord. Donc dès le départ, quand ils ont dit la guerre sera toujours là, moi, je suis déjà partie en me disant mais n'importe quoi, pourquoi ils disent ça? Enfin, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est plutôt comme il y a un risque de guerre, on a besoin d'être là, mais le but c'est qu'il y ait plus de guerre quand même. Bon voilà. Ce que j'ai trouvé très bien, c'est que dans l'après-midi, on a eu une formation au premier secours, mais c'était très court. Et c'est pas tout à fait universel. Toi, tu l'as pas eu, Cécile? Bah, j'ai pas le souvenir, mais en même temps, j'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait l'après-midi, donc ça c'est peut-être qu'elle est là. Mais je crois pas avoir fait de formation. Non, c'est possible que ça. J'ai cherché un petit peu sur les forums de discussion ce que les gens racontaient sur leur JAPD, et je crois que c'est pas tout à fait obligatoire. Ça dépend un petit peu des endroits. Et donc, ouais, ça c'était bien, mais en même temps, c'était 2 heures, je pense, et c'est pas suffisant 2 heures pour apprendre les premiers secours. Et pourtant, ça c'est vraiment un élément qui aurait été plus intéressant que d'autres aspects. Et voilà. Et après, moi aussi, j'ai été marquée par ce test de lecture ultra facile. Là, je pense que tous nos auditeurs et auditrices le réussissent, hein. En gros, on vous donne un programme de cinéma et on vous dit, bah, si je veux voir tel film, à quelle heure je dois aller au cinéma? Ça, c'était une des questions. Donc, ne pas être capable de lire un programme de cinéma, ça me paraissait fou pour des jeunes de 17 ans. Et pourtant, il y a plusieurs personnes qui ont été appelées à la fin de la séance quand les copies avaient été corrigées en quelque sorte parce qu'ils avaient raté ce test de lecture et qu'il fallait voir avec eux qui fallait prévenir, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Voilà. Pour autant, je ne pense pas que j'aurais préféré faire un vrai service militaire. Ça, c'est pas l'alternative qui m'aurait plu. Enfin voilà, moi je suis sûre que j'aurais pas aimé faire un service militaire. En tout cas, pas comme on le faisait dans le passé. Par contre, je pense que je n'aurais pas du tout été contre faire un service civique. Voilà, donc plutôt m'engager pour des projets qui aident la société, mais pas forcément avec ce côté militaire qui, moi, personnellement, ne m'attire pas. Et justement, à propos de service civique, on va passer la parole à Raphaël. Donc d'abord, je te pose la même question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta JAPD? Et après, est-ce que tu pourras nous parler du service que tu as fait en Allemagne? D'accord, très bien. Donc, moi, ma JAPD, en fait, je l'ai faite à Berlin. À l'époque, j'étais donc au lycée français de Berlin. Et donc, elle était organisée par l'ambassade de France. Et elle était réalisée par les attachés militaires de l'ambassade. Donc, il y a eu des films comme ça, un peu de présentation. Je me souviens un petit peu vaguement des images, effectivement, qui nous ont été présentées. Donc, j'avoue que je me souviens pas du tout du truc du test, ni de ce qu'on a mangé. Mais voilà, moi, j'étais peut-être parti déjà du principe que c'était pas quelque chose qui m'intéressait de toute façon. Donc, ça me saoulait un petit peu d'être là, entre guillemets.
Donc j'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis l'attaché militaire, ça faisait partie de ses attributions en tant qu'attaché militaire, mais on voyait que c'était pas forcément ça qu'il a envie de faire, quoi, en gros. Ah oui. Donc voilà. Alors je répondrai à la question sur est-ce que j'aurais préféré faire un vrai service militaire plutôt après, parce que du coup, en fait, en tant qu'Allemand, j'étais concerné justement par un service militaire obligatoire en Allemagne. Donc, je n'avais pas le choix, par définition. La seule possibilité que j'avais, c'était, si je souhaitais refuser de faire un service militaire, c'était de faire une objection de conscience. Donc, un objecteur de conscience, c'est quelqu'un qui refuse de faire un service militaire pour des raisons de conscience, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se battre dans le cadre d'une guerre, il ne veut pas tuer des gens, tout simplement. C'est pas compatible avec ses principes et ses valeurs, et voilà. Et en fait, en Allemagne, à la base, dans la Constitution, c'était pas prévu. Mais par contre, la Constitution prévoyait quand même qu'on ne pouvait pas forcer quelqu'un à partir faire la guerre si c'était pas compatible avec sa conscience, entre guillemets. Et donc, à partir de 1960, il y a eu cette loi qui a introduit un service civil. J'ai donc fait objecteur de conscience et j'ai commencé un service civil que j'ai fait dans l'hôtellerie d'un monastère. La plupart des gens faisaient leur service civil dans le domaine social, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Voilà. Et puis donc, le service civil a été aboli en 2011, en même temps que le service militaire. Et donc, j'aurais pas fait non plus de service militaire en France, en tout cas à l'époque, vu que j'ai fait objecteur de conscience en Allemagne, ça aurait pas été très cohérent. Ok. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Alors, on va essayer de débattre un petit peu pour comprendre finalement quel serait l'intérêt de remettre en place un service militaire obligatoire, quels objectifs ça permettrait d'atteindre et est-ce que vraiment c'est ça la bonne solution pour atteindre ces objectifs. Voilà, parce que moi, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai toujours un peu pensé, vaut mieux que je le dise peut-être dès le début que j'étais contre, mais j'avais pas encore creusé pour savoir pourquoi et est-ce qu'il n'y avait pas quand même des bons arguments en sens inverse. Donc là, ça m'a beaucoup intéressée de me plonger dedans pour essayer de comprendre pourquoi des gens voulaient remettre en place un service militaire obligatoire et est-ce que c'était finalement une bonne idée ou pas. Voilà, donc on va commencer peut-être avec la question des objectifs. Finalement, pourquoi est-ce qu'on voudrait réintroduire un service militaire obligatoire? Et on va commencer par ce qui paraîtrait le plus évident, donc la nécessité de se défendre, un peu la raison qui a motivé finalement, on l'a vu, 4 pays à remettre en place un service militaire obligatoire. Donc selon vous, est-ce que la France justement a besoin de réintroduire un service militaire obligatoire pour se défendre aujourd'hui, en fonction des menaces peut-être qui pèsent sur notre sécurité? Pour ça, il faudrait peut-être déjà savoir, en fonction des menaces qui peuvent peser sur la France, si le nombre de militaires professionnels est suffisant ou pas, puisque ça me semble être une donnée importante. Oui, tout à fait, ouais. Et puis aussi, pareil, en fonction des scénarios, est-ce que je suis pas très au courant de tout ce dont on a besoin pour faire une guerre aujourd'hui, si on a besoin de se défendre, mais parce qu'il y a besoin d'hommes, mais il n'y a pas forcément que besoin d'hommes. Et quand je dis hommes, du coup, là, c'est avec un grand H, potentiellement d'hommes et de femmes, enfin d'humains. Mais du coup, ça va être aussi au niveau matériel. Et il y a aussi tout ce qui est lié à la cyberguerre. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, de savoir est-ce qu'on a besoin de ces hommes ou pas, parce que du coup, de réintroduire un service militaire, pour reprendre l'argument de Chirac à l'époque, mais ça reviendrait aussi aujourd'hui, c'est ça un coût très important. Donc, est-ce que c'est un besoin ou pas? Après, j'imagine qu'il y a 1000 scénarios possibles, donc, mais de pouvoir faire cette analyse finalement. Oui, toute la question, c'est finalement si on le fait, c'est pourquoi on le fait en fait, et que ce soit dit d'une manière claire. Parce qu'effectivement, comme tu disais, moi j'ai vu que il y a eu un rapport du Haut Commissariat au Plan qui disait que le coût d'un service militaire obligatoire, si c'était à la fois les hommes et les femmes, donc mixte, serait de 14 milliards d'euros par an, ce qui est complètement fou, quoi. Et voilà, après, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est forcément nécessairement envisagé maintenant, tout de suite, de créer un service militaire obligatoire.
où tout le monde serait concerné, mais plutôt de manière éventuellement sélective, etc. Enfin, toujours est-il que, oui, la question, ce serait du coup de le savoir pourquoi on le fait. Et de savoir comment serait organisé ce service militaire, qu'est-ce qu'il comporterait, entre guillemets, comme, je sais pas, module. Et justement, oui, tu fais bien de souligner, Raphaël, le fait que en France, ça n'est pas d'actualité. Donc ça, c'est assez intéressant. Déjà, ça nous donne un peu une petite indication. Parce que si l'armée considérait qu'elle avait réellement un besoin massif en hommes, je pense qu'on le discuterait. Et aujourd'hui, ça revient un peu dans les discours, dans les débats politiques. Mais c'est assez rare que l'argument invoqué soit justement un besoin de défense. Pour plein de raisons. Déjà, la France a l'arme atomique. Alors, ça ne fait pas tout, du tout. Mais quand même, a priori, on va pas se faire envahir sur notre territoire comme ça, du jour au lendemain, avec besoin de repousser manuellement des hommes, voilà, en se battant. Mais il y a quand même aussi une volonté de recruter de la part de l'armée, parce qu'on voit souvent des campagnes de recrutement. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, l'armée française, elle a besoin de recruter sur des postes spécifiques. Elle a peut-être besoin de plus de réservistes. Donc les réservistes, c'est des personnes qui ne sont pas avant tout militaires, qui ont un emploi dans le civil, mais qui font une formation militaire, pas très longue, et qui s'engagent à donner un certain nombre de jours par an à l'armée. C'est le cas de mon beau-frère, donc j'ai pu discuter avec lui. Il m'a expliqué un petit peu tout l'intérêt de faire partie de la réserve. Et lui, en fait, il a fait tout le parcours pour faire partie de la réserve sur un poste en lien avec ses compétences à lui, en fait. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre voilà, que l'armée, elle a besoin comme ça de disposer de compétences qui sont dans la société. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident et là, on n'a pas vraiment de discours clair et sûr sur lequel on puisse s'appuyer pour savoir exactement de combien d'hommes en plus l'armée pourrait avoir besoin, parce que tout ça, tout simplement, c'est de la prospective. Et donc, la prospective, donc une étude du futur et d'un futur incertain. Donc, on peut faire des probabilités, on peut essayer d'imaginer la menace, mais on ne peut pas dire clairement, alors là, c'est sûr que, voilà, en 2030, en fait, il y a la Russie qui va commencer à envahir la Pologne, puis après, ils vont venir chez nous. Et donc là, on aura besoin de 30 000 hommes. Voilà. ça n'existe pas. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le futur, donc on peut faire des estimations. Et dans ces estimations, aujourd'hui en France, j'ai l'impression que le discours dominant, c'est quand même de dire qu'on n'a pas besoin d'un recrutement massif, mais que l'armée a besoin de recruter. Mais ça peut se faire tout à fait normalement dans le cadre de l'armée professionnelle, en fait. En tout cas, moi, j'ai l'impression dans tout ce que j'ai lu que finalement, le but militaire, c'était pas du tout l'argument principal qui ressortait dans cette idée de remettre en place un service militaire obligatoire, même pour ceux qui étaient pour. Tout à fait. Et du coup, si c'est pas ça, est-ce que la réintroduction d'un service militaire pourrait répondre à d'autres besoins ? Par exemple, j'ai vu ce qui revenait beaucoup, c'était tout ce qui est cohésion nationale, donc le fait qu'il y ait une forme de solidarité entre les Français, le fait de développer l'esprit de citoyenneté, le fait peut-être que les Français respectent mieux leurs institutions. Donc vous, est-ce que vous pensez qu'un service militaire obligatoire, peut-être donc pour hommes comme femmes, permettrait de répondre à ces autres besoins, à ces autres objectifs? Alors, en fait, moi, je pense plutôt que non. En fait, il y a pas mal d'études et de recherches qui ont montré qu'en fait, le service militaire n'avait pas ou que très peu d'impact sur le renforcement d'un lien social ou d'une meilleure cohésion nationale. En fait, ce que j'ai entendu dans un podcast, c'était une historienne, Bénédicte Chéron, spécialiste du lien entre armée et nation, qui expliquait qu'en fait, c'est probablement parce qu'on a une dissuasion nucléaire qu'on a oublié que la première fonction du service militaire, ce n'est pas de créer du lien social et national, mais de défendre la frontière, de défendre le territoire. Or, la France, le Royaume-Uni aussi est un petit peu concerné. Tous les deux pays ont l'arme nucléaire, qui est généralement vue comme un rempart à une invasion territoriale. Donc, il reste cette idée d'un service militaire qui servirait à développer la cohésion nationale, mais bon, il a été démontré déjà que ça ne marchait pas, quoi. Donc, d'après ce que disait Bénédicte Chéron, le service militaire ne marche pas pour cet objectif-là. Et effectivement, moi, quand j'entends tous ces discours, déjà, je vois que c'est un sujet très émotionnel. Il y a beaucoup d'anciens qui ont fait le service militaire et qui sont très attachés, qui ont l'impression que ça leur a apporté quelque chose. Donc ça, je le comprends. Ils ont des formes de nostalgie. Et c'est assez intéressant de voir les commentaires en dessous des vidéos sur YouTube qui parlent de service militaire parce que, on sent que ça touche beaucoup les gens dans un sens ou dans l'autre. Même ceux qui l'ont vécu, il y en a qui ont détesté ça, il y en a qui ont adoré. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas un discours très rationnel.
Mais moi, ce qui me gêne dans le discours des nostalgiques, peut-être pas tous, mais c'est que ça rejoint un peu ce qu'on avait dit dans notre épisode sur les générations. C'est beaucoup des discours qui dénigrent la jeunesse et qui reposent sur pas mal de clichés en disant voilà, les jeunes aujourd'hui ne respectent plus l'autorité et voilà, et qui pensent comme ça qu'un service militaire va remettre de l'ordre dans la jeunesse qui voilà, s'en ficherait un peu de tout, qui serait individualiste et tout ça, c'est un peu faux en fait. Enfin, c'est une image très négative et en grande partie fausse de la jeunesse. Apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait récent, par contre, parce que ce qu'elle expliquait aussi, Bénédicte Chéron, dans le podcast que j'écoutais, c'est que c'est apparu dès après mai 68, en fait, cette idée de créer de l'unité et que le service militaire fabriquerait de l'unité nationale. Bah, c'est intéressant, mais du coup, c'est une époque où il existait bien, le service militaire. Oui, mais justement, c'est là où c'est contradictoire, quoi. Ça montre bien que ça ne marchait pas. Oui, il y a eu mai 68, même s'il y avait le service militaire. Alors après, on dira que c'est des personnes qui ont une exception. Oui, mais justement. en fait, c'est juste, ils envisageaient déjà à l'époque, en fait, de l'abolir. Ah oui. Dès les années 60. Enfin, pas de l'abolir, mais de le rendre plus sélectif, etc. Mais après, finalement, le mai 68 a fait que ça a été maintenu, justement. Oui. Ils ont inventé cette idée d'unité et de cohésion qui, avant, n'était pas vraiment présente. Alors, c'est si tu voulais rebondir, je crois. Oui, ça me perturbe un peu, enfin, je crois, qu'on veuille faire un service militaire qui n'ait pas pour objectif la défense. Si on veut faire un service pour la cohésion nationale ou l'esprit de citoyenneté, autant le mettre dans le titre. Enfin, il y a un truc qui me perturbe un peu, mais surtout que j'ai l'impression que ces objectifs-là de cohésion nationale ou d'esprit de citoyenneté, ce sont quand même des enjeux qui sont, entre guillemets, traités par l'école. Et du coup, enfin, je sais, il y a un truc qui me perturbe. J'aurais envie de dire, mettez les 15 milliards dans l'éducation. Voilà. Oui. Et en plus, ce qui m'embête un peu, c'est que souvent, alors je sais pas si c'est encore le cas, ça l'était à mon époque, mais je deviens vieille, c'est que tout ce qui était lié à l'éducation civique était souvent passé à la trappe parce que les programmes d'histoire géo étaient très chargés. Et du coup, redonner un peu de place justement à tout ça, ça serait quand même hyper intéressant. Après, pour le côté brassage social, que je pense permettrait peut-être une sorte de service militaire, enfin pourquoi pas. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi l'objectif de l'école, mais aujourd'hui, comme on essaye un tout petit peu de déjouer la carte scolaire ou d'aller plus dans le privé, etc., on perd ça. Mais du coup, pour moi, il y a une sorte... Il y a quelque chose un peu... Enfin, on essaye de corriger quelque chose qui a été détourné. Enfin, ouais, on essaye de répondre par l'armée aux problèmes de l'école. C'est un peu ça que tu dis. Oui. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, j'ai l'impression dans ces discours que, en gros, on considère qu'il y a eu un échec des institutions autres que l'armée et notamment de l'école à créer ce lien de solidarité et cette citoyenneté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'école ne permet pas un vrai brassage social, mais finalement, l'armée non plus. Parce que voir l'armée comme un endroit où tout le monde se mélange, c'est vraiment une idéalisation de l'armée. En fait, en discutant avec mon papa qui a fait son service militaire et qui a beaucoup aimé d'ailleurs, et qui lui serait peut-être plutôt pour qu'on réintroduise un service militaire obligatoire, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il m'expliquait que lui, comme il avait son bac, il avait pu faire l'école des officiers de réserve à l'armée pendant son service militaire, et donc il n'était pas avec tous ceux qui n'avaient pas leur bac déjà. Il a fait une école qui lui a permis d'apprendre des choses un peu plus avancées pendant 4 mois, et puis après il a été mis sur le terrain, et lui il avait choisi en gros de faire son service militaire dans les camions, et il aimait bien parce qu'il était tranquille dans son camion avec personne. Donc dans son cas par exemple, il n'a pas été brassé. Mais même dans des formations où on a ce brassage, les amitiés, elles vont pas forcément se faire en mélangeant les catégories sociales. Il y a peut-être ce côté un peu mythe dans le service militaire, hérité des périodes où on a vraiment eu une guerre, avec l'idée de, surtout dans le cas d'une victoire, de frères d'armes, entre guillemets, le côté baptême du feu, on est tous ensemble, quelle que soit notre catégorie sociale, on est face à l'ennemi, et en plus on a gagné, comme par exemple au 14-18, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent réinstaurer un service militaire pour remettre de l'autorité parce qu'ils voient une croissance des incivilités. Mais pour moi, l'autorité, c'est pas un but en soi. On pense qu'il faut plus d'autorité pour que notre société fonctionne bien, mais du coup, si aujourd'hui des personnes ne respectent pas les institutions, c'est pas en les
en leur apprenant à marcher au pas, à mon avis, qu'elles vont se mettre du jour au lendemain à respecter les institutions que jusqu'ici elles ne respectaient pas. En fait, le but, ce serait plutôt de faire comprendre à ces personnes l'intérêt des institutions, mais qu'elles-mêmes se sentent respectées aussi par ces institutions. Enfin voilà, d'avoir une meilleure relation finalement entre les institutions de l'État et le public qui parfois ne les respecte pas. Oui, et puis bon, là aussi, c'est peut-être un petit peu un mythe, quoi, de se dire que aujourd'hui, on a moins de respect et de plus d'incivilité qu'à d'autres époques. Je sais pas. Mmh. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je me suis énormément posé cette question et j'ai cherché à savoir s'il y avait de plus en plus d'incivilité. Moi, je le ressens énormément. Mais... Ouais, mais tu ressens dans ta propre vie, au fil de ta propre vie, il y a de plus en plus d'incivilité. Oui, ça me choque de plus en plus. Ouais. Et alors, c'est quel genre d'incivilité que tu remarques? Alors, très récemment, c'est les gens qui écoutent des choses sans leurs écouteurs. Ah, ouais. Mais non, de manière plus générale, je trouve que c'est une agressivité bien plus importante où une discussion peut aller en cri très très rapidement, en insulte très très rapidement, ce que je n'avais jamais vu par le passé. Et je trouve que c'est assez récent. Mais moi, je pense que effectivement, enfin, après, là, du coup, c'est un ressenti aussi, mais que dans la communication, c'est vrai que la communication, elle est de plus en plus violente. En partie, enfin, en tout cas, on peut être plus agressif, mais ça dépend là aussi des milieux. Et par contre, après, voilà, en cherchant des chiffres, c'est vraiment pas simple parce que ce qu'expliquent les analyses, c'est que c'est à chaque fois du déclaratif et qu'en fait, aujourd'hui, on supporte aussi de moins en moins les actes violents et on va plus facilement les déclarer et c'est tant mieux. Donc, notamment, tout ce qui est aussi violence sexuelle, bah, c'est très difficile de savoir quelle est l'évolution parce que, heureusement, on ose de plus en plus le dire et porter Mais là, plainte. c'est largement au-delà des incivilités. Je sais, mais je donne des exemples. Et les Ouais. incivilités, d'autant plus. C'est d'autant plus difficile de savoir s'il y a un effet on le déclare plus parce que effectivement les chiffres ont un petit peu augmenté sur le long terme et récemment notamment avec la période Covid je crois. Par contre moi je me suis dit alors oui c'est très loin des incivilités hein, mais si on prend un autre acte violent comme l'homicide donc le fait de tuer quelqu'un ça a diminué C'est pas en poli. fait. Non mais parce que je me dis ça non mais parce que le fait de tuer quelqu'un ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment comptabiliser parce qu'on le sait quand quelqu'un a été tué et du coup je me suis dit que ça c'était un bon chiffre et je trouvais ça quand même intéressant parce que ça a diminué sur le temps long. En fait, le taux d'homicide il a été divisé par 2 depuis 30 ans en France. Voilà. Après, je suis d'accord que peut-être les violences les plus fortes diminuent et par contre des violences désagréables du quotidien augmentent. C'est des on parle de micro-agressions. Ouais, des micro-violences, oui, il y en a et il y a aussi des tensions politiques plus fortes, des tensions sociales plus fortes. Voilà, mais tout ça, c'est pas pour moi à cause d'un manque d'autorité, c'est un manque d'éducation en partie peut-être. Donc effectivement, comme tu dis, l'école, elle aurait un rôle à jouer, c'est hyper compliqué. Les parents. Ça peut être aussi quand même lié aux situations sociales des personnes en fait. Quand elles se sentent pas respectées justement, qu'elles sont dans des situations très compliquées, elles ne prennent plus le temps d'être sympathiques et agréables avec les autres. Et du coup, pour moi, c'est vraiment l'idée de dire on va remettre un service militaire obligatoire pour résoudre ça. C'est un pansement. C'est se leurrer, c'est pas une panacée, oui, parce que les personnes, elles vont faire leur service militaire, oui, elles vont obéir à l'armée, parce qu'à l'armée, t'as pas le choix, en fait. Si t'obéis pas, t'as des gros problèmes, tu peux pas partir en permission, notamment, mais quand elles sortiront de l'armée, elles vont pas être sympas, hein. Moi, je pense pas que soit durable, parce que dans le passé, il y a plein de gens qui ont fait l'armée et qui, quand même, ont eu des mauvais comportements après. Et peut-être, je me suis dit, un service civil, je sais pas, dans le soin justement, quoi, dans la santé, les premiers secours, ou dans le social, enfin tout ça apprendrait plus à être respectueux et mieux comprendre les autres dans leur diversité finalement. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce qu'il y a des alternatives du coup Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait rendre obligatoire ou rien Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'aimerais juste revenir rapidement sur la question de la différence du coup entre est-ce qu'on veut un service militaire ou est-ce qu'on veut un service civique ou les deux. Parce que si on veut, du point de vue de l'armée, du point de vue de la défense, on veut un service militaire, strictement militaire, dans ce cas-là, il faut effectivement expliquer à quoi il est censé servir. Oui. Et voilà, on dit service militaire, c'est pour recruter X personnes, il nous faut X compétences, et le but, c'est en cas de guerre, on mobilise tout le monde, et voilà. Et d'autre part, si on veut faire un service civique, moi je serais plutôt en faveur d'un service volontaire et du même type en fait de ce qui existait en Allemagne, de ce que j'ai fait finalement, où le but c'est surtout un travail dans le domaine social, quoi. Parce que là pour le coup je trouve qu'il y a plus
une possibilité de créer de la cohésion sociale, enfin nationale si on veut, ou sociale, parce que pour le coup, quelqu'un qui fait un service civil, il va se retrouver déjà à rendre service à des gens, par exemple dans un hôpital, admettons, dans une maison de retraite, il va pas être issu de la même catégorie sociale peut-être, ou des mêmes origines que les personnes dont il va s'occuper, ou voilà. Et là, ça peut-être permettre des échanges qui vont déconstruire aussi peut-être certains clichés ou certains comportements et mener peut-être à des comportements chez la personne qui fait son service civil. Enfin, il va peut-être changer justement son attitude dans certains cas. Bah moi, le service civique, je le rendrais bien obligatoire. Ouais. Parce que potentiellement, c'est peut-être justement des gens qui ne voudraient pas y aller, qui pourraient en avoir besoin pour renforcer cette cohésion. C'est vrai que je trouve l'obligation intéressante. Alors, j'ai pas vraiment un avis tranché sur obligatoire ou facultatif. Ce qui me dérange, c'est que ce soit militaire plus obligatoire, je crois. Mais juste militaire volontaire ou civil obligatoire, ça me va. Et je trouve l'obligation intéressante parce que souvent, ça nous amène à faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait de soi-même, mais qui nous apporte beaucoup. Ouais. Alors, c'est pas pour infantiliser les gens, mais par exemple, moi, tout bêtement, en 3e année de mes études, je suis partie en Italie pendant 1 an parce que dans mes études, c'était obligatoire de partir à l'étranger. Je sais pas si j'aurais fait la démarche par moi-même, et j'ai adoré passer 1 an à l'étranger. Bon, c'est pas le même sujet, mais voilà, là, peut-être le service civil, pareil, j'en ai pas fait, et j'aurais peut-être adoré faire ça. Donc, l'obligation, elle peut vraiment apporter quelque chose, je pense. Oui, peut-être que là aussi, il y a une espèce de nostalgie qui joue, j'en sais rien, mais c'est vrai que moi, mon service civil, pour moi, ça a été plutôt une expérience positive. Ça m'a permis aussi de me projeter plus dans l'avenir aussi, parce qu'après mon bac, j'étais pas encore tout à fait certain de ce que je voulais faire après. Donc ça peut être aussi une période où on découvre des nouvelles choses, où on se découvre peut-être une vocation pour certains. Ouais. Et pour avoir ces avantages aussi, si c'est un service civil facultatif et non pas obligatoire, il y a un point qui me paraît important, c'est de bien payer les gens qui le font. Parce que si on propose des services civils facultatifs ou des services militaires facultatifs, quelle que soit la sorte, eh bien, le fait de bien les rémunérer, là, ça va attirer justement le public qui est un petit peu en décrochage, qui n'a pas forcément d'emploi. Et là, ça peut vraiment aider à une réinsertion, je pense. Mais si tu leur dis, tu fais ça gratuitement, et puis il y aura un cadre strict, ils vont peut-être pas être très attirés, quoi. Alors, c'est un petit peu peut-être cynique de dire on attire les gens par l'argent et après, ils vont avoir autre chose, ils vont apprendre des valeurs, etc. Mais peut-être qu'il faut être un peu cynique pour... Après, payer pour un travail rendu, c'est pas choquant. Oui, non, voilà, c'est pas choquant de payer des gens qui travaillent, c'est sûr. C'est vrai que moi, quand j'ai fait mon service civil, j'avais une petite paye, je sais plus, de l'ordre de peut-être 400 € par mois, et j'étais nourri, logé gratuitement. Mais bon, ça, c'était mon cas spécifique. Mais ça, c'est pas rien. Pour des gens qui sont en difficulté, 400 €, un logement, être nourri, c'est très bien. Enfin, c'est pas pour dire ils doivent s'arrêter à ça dans leur vie. Non, bien sûr. Ça peut être une première marche. Voilà, mais c'est pour ça que je trouve que ça, c'est par exemple un bon exemple, entre guillemets. Carrément. Et alors après, côté défense, pour revenir à ce sujet, du coup, moi, effectivement, je ne mettrais pas en place un service militaire obligatoire, mais je pense qu'il y a quand même, comme tu disais, Cécile, des enjeux de la défense qui peut être intéressant de découvrir. Enfin, toi, dans ta JAPD, tu avais trouvé ça intéressant. Et moi, j'en ferais peut-être un peu plus. Peut-être que je ferais 1 semaine ou 2 de présentation approfondie des enjeux de la défense et de la sécurité et de présentation des métiers de l'armée. Et surtout, ma mesure personnelle, ce serait d'introduire de l'éducation aux médias. Mais par l'armée, ce serait très intéressant parce que c'est un vrai enjeu de défense en fait aujourd'hui, d'être capable d'identifier une infox, comme on dit, une fake news, de se rendre compte de ce qui peut-être vient de la propagande russe, et c'est très fréquent en fait aujourd'hui, justement, notamment la Russie est très très forte sur tout ce qui est guerre de l'information, influencer les gens, et ça c'est super important pour la défense en fait, parce que l'objectif d'une guerre, c'est pas de tuer des gens en soi, c'est plutôt d'atteindre différents objectifs, et ces objectifs on peut d'autant mieux les atteindre si on a la population de son côté, voilà, si on a fait passer certaines idées. Si on nous fait croire, en fait, non, c'est pas la Russie qui a envahi l'Ukraine, ils ont tout à fait raison de faire leur guerre, ça pose un vrai problème de défense, voilà. Et du coup, je trouve que ce serait assez intéressant de le faire dans ce cadre de présentation des enjeux de la défense, parce que ça donnerait un autre sens à cette éducation aux médias qui peut-être, quand elle est faite
très bien souvent par les enseignants, va être vu comme un chapitre de plus. Enfin, on va pas saisir l'enjeu de cette importance d'avoir un esprit critique quand on tombe sur un article et qu'on sait pas d'où il vient. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Mais par contre, par rapport à ce que tu disais sur approfondir les métiers de l'armée pendant 1 ou 2 semaines aussi, ça pour moi c'est quelque chose qui devrait être fait pour tous les secteurs en fait. Moi je suis un peu déçue qu'on m'en ait parlé aussi tardivement des métiers de l'armée, mais il y a même plein de métiers où ça n'a pas du tout été abordé. Parce qu'en fait on se retrouve au bac sans vraiment savoir... si on a une idée, tant mieux, mais si on n'a pas trop d'idées, on connaît on connaît pas bien les secteurs et je trouve que c'est dommage... Parce qu'en fait, dans les métiers de l'armée, on imagine juste être avec une arme, alors que pas du tout. Enfin, c'est une variété immense. Donc, Alors, en conclusion, du coup, on a déjà un petit peu commencé à parler là-dessus, mais vous, ministre de la Défense, que proposeriez-vous ? Donc, ministre de la Défense, Raphaël, que fais-tu ? Alors, à la fois un service militaire volontaire, où le ministère des Armées identifie des besoins en compétences spécifiques et recrute, fait service militaire, on présente, comme tu disais Cécile, on présente les métiers de l'armée, tout ça, peut-être avec des petits stages éventuellement dans les différents métiers, ou je sais pas, et puis après il recrute les compétences dont ils ont spécifiquement besoin, sur une base volontaire évidemment, et avec une complémentarité en fait avec les militaires de métier, les réservistes, pour remplir comme ça les besoins éventuels qu'ils ont de manière ciblée, quoi. Et d'autre part un service civique comme j'en parlais tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas ton travail, t'es ministre de la Défense. On t'a rien demandé. Non, je rigole. Bon bah d'accord, mais j'en parlerai au ministre de la Jeunesse et des Sports. Très bien. Ok. Et alors Cécile, toi, ministre de la Défense, que proposes-tu ? Bah, tu vas peut-être me dire que c'est pas mon travail, mais je travaillerai avec le ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Non, mais en fait, ce que je rêve, je crois, c'est genre fin collège, je rêve qu'il y ait une année dédiée un peu à l'orientation pour avoir une présentation des différents secteurs, mais pendant un temps un peu plus long pour chaque secteur, et justement où le ministère de la Défense pourrait présenter de manière approfondie les différents métiers de l'armée, et que si cette présentation approfondie a plu, qu'il y ait des stages d'immersion, d'observation, où on puisse un peu aller plus loin pour que justement le recrutement soit plus facile après, mais de manière professionnelle. C'est vrai que je vois mal un service militaire, et sinon je suis d'accord avec Raph sur le côté service civique, mais comme c'est pas mon travail, je ne dis rien. Ok. Et toi, Sybille ? Si j'étais ministre de la Défense, j'essaierais de renforcer la réserve, puisqu'apparemment aujourd'hui, elle n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs. Et moi, je trouvais ça passionnant en parlant avec mon beau-frère, qui m'a expliqué qu'il y avait des postes dans tous les domaines, qui m'a dit « Mais toi, Sybille, tu t'y connais en cartographie, tu pourrais peut-être rejoindre la Marine nationale à Brest, qui a besoin de talents comme les tiens. » Alors bon, je lui ai dit que je m'y connaissais pas assez bien, mais bref. Du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. J'aurais jamais pensé par moi-même rejoindre la réserve. Je pense pas forcément que je vais le faire, mais en tout cas, ça peut intéresser beaucoup de gens. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce qu'il m'expliquait, c'est que ça n'apportait pas qu'à l'armée, ça apportait aussi à l'entreprise dans laquelle on est. Notamment les entreprises d'ingénieurs dans le domaine de la défense sont assez contents d'avoir des réservistes qui peuvent leur apporter un petit peu plus d'informations sur comment fonctionne l'armée. Et du coup, je rendrais aussi l'accès à cette réserve plus facile, parce que mon beau-frère m'a aussi expliqué que c'était pas si simple le processus pour intégrer la réserve. Il avait d'abord candidaté justement à la marine et il a jamais eu de réponse, et finalement ça a marché avec l'armée de l'air. Mais ne pas donner une réponse à un candidat, par exemple, ça me paraît un petit peu absurde si on veut recruter. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être déjà un truc intéressant, c'est un truc volontaire qui apporte des compétences de haut niveau à l'armée. Et qu'on pourrait renforcer probablement assez facilement, ce serait vraiment du donnant-donnant. C'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura permis de mieux comprendre pourquoi certains Français sont nostalgiques de leur service militaire alors que d'autres y voient un cauchemar à éviter absolument. On se retrouve sur Patreon pour une transcription complète et de nombreux bonus. Si vous aimez French Baratin, parlez-en à vos amis qui apprennent le français et donnez votre avis sur votre appli de podcast. Merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt.